Bonsoir et bonne année à tous. C'est l'heure de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine, le 1er de 2021. Merci de votre fidélité. Au menu ce soir, le décryptage de l'adresse à la nation du président de la République. À la veille du Nouvel An, discours sur fond de bilan de l'année écoulée et de perspectives notamment économiques et surtout au niveau de la réconciliation nationale. L'actualité cette semaine, c'est aussi la remise en liberté sous contrôle judiciaire mercredi de Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI dit légal. Est-ce l'un des fruits du dialogue politique? Quelles sont d'ailleurs les conclusions de ces dialogues politiques? Quelles en sont les principales recommandations? Sont-elles viables? Nous poserons la question à nos invités. Enfin, nous parlerons des prochaines joutes électorales législatives 2021 prévues pour début mars. Qu'attendent les Ivoiriens de leurs députés? Voilà pour le sommaire de ce 360. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, Dr Sylvain N'Guessan, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Bonsoir, docteur. Bonsoir aussi. Nous avons deux acteurs de la société civile ce soir. D'abord, Nathalie Koné-Traoré, experte en genre et droits de l'homme, ancienne présidente du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO régional. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Léon Kwame, l'autre membre de la société civile, secrétaire général de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. L'inconditionnel Alafé Ouakili, toujours disponible pour participer à cette émission. Il est journaliste, directeur général de l'Intelligence d'Abidjan. Bonsoir et bienvenue Alafé Ouakili. Merci, bonsoir et bonne année. Et enfin, Olivier Hiro, qui est également journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pierre Dipomélin, un autre visage de la rédaction de NCI que vous apprenez à connaître et découvrir. Il est journaliste, chef d'édition chez NCI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci à vous, chers invités. Bonne année. Les fêtes se sont bien passées. Très bien. Super. On peut démarrer l'émission? Parfait. On y va. Alors, jeudi dernier, le 31 décembre précisément, le président de la République s'est adressé aux Ivoiriens. Covid-19, élections présidentielles et futures législatives. Les perspectives pour 2020, rien n'a été occulté par le président Ouattara. Que retenir de ce message à la nation du président de la République? Les réponses dans ce sujet. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire. Message du président de la République Alassane Ouattara aux Ivoiriens à la porte d'entrée de 2021. 28 minutes pour faire le tour des grandes questions de la République sans en éluder une seule. 2020 a été une année éprouvante marquée par la crise à coronavirus. Abordant cette question, le président Ouattara assure que l'État a assumé les responsabilités qui sont les siennes. L'État a assumé son rôle régalien en protégeant les habitants de notre pays et en apportant un soutien à notre économie dans la poursuite de nos efforts pour lutter contre cette pandémie. Le Conseil des ministres a décidé de la vaccination à titre gracieux du personnel en première ligne dans la lutte contre cette maladie, à savoir le personnel de la santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Cette crise sanitaire n'a pas été sans conséquences pour l'économie du pays. Mais la bonne tenue du cadre macroéconomique et la gestion rigoureuse des finances publiques ont évité à la Côte d'Ivoire la récession économique selon le président ivoirien. Malgré ce contexte particulièrement difficile, la Côte d'Ivoire est restée l'une des économies les plus performantes à l'échelle mondiale. En effet, au moment où la plupart des grandes économies seront en récession en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le taux de croissance de l'économie ivoirienne est évalué à environ 2%. L'État a poursuivi la transformation structurelle de l'économie, notamment par la diversification de l'appareil productif industriel, l'amélioration du taux de transformation des matières premières agricoles et l'accroissement de la production minière. Dans la foulée, il annonce les chantiers des infrastructures routières pour 2021. L'année 2021 verra l'intensification de nos activités sur les infrastructures routières et nos interventions porteront sur un minimum
de 1313 km de routes en cours de bitumage et la poursuite de la construction de 33 ponts et échangeurs. La cohésion sociale et le dialogue politique ont été eux aussi évoqués. Au cours de ce nouveau mandat, la priorité sera donnée à la consolidation du triptyque paix, sécurité, cohésion. Je note la décision de mettre fin au mot d'ordre des désobéissances civiles, annulant ainsi le CNT et le boycott actif. Je me réjouis de la mise en liberté sous contrôle judiciaire de certains inculpés détenus à titre préventif dans le cadre des procédures judiciaires ouvertes pour complot et atteinte à l'autorité de l'État commis à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et comme il est de tradition, le président de la République a signé un décret accordant la grâce présidentielle à 2000 prisonniers condamnés pour des délits mineurs. Pierre Dupont-Melun, dans ce discours, ce traditionnel discours à la nation de fin d'année du président de la République, il a accordé un point d'honneur au bilan dans la lutte contre le Covid-19. Oui, effectivement, le chapitre de la crise sanitaire a occupé une très bonne partie de ce discours. Eh bien, il a avancé des chiffres, 98% de taux de guérison, puis moins de 1% de taux de létalité, des chiffres encourageants. Mais il a évoqué le fait que l'État a effectivement pris le taureau par les cornes. Et puis, avec la riposte, le plan de riposte immédiate d'urgence, donc qui a coûté, je pense, autour de 95 milliards de francs CFA et l'installation des centres de dépistage, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Mais il faut rester prudent parce que déjà les chiffres de ces dernières semaines nous interpellent. Quand on connaît une embellie comme celle qui a été décrite par le président, il faut rester faut rester alerte. Parce qu'en Corée, il y a également une pareille situation après une explosion subite, quoi. Tout à fait. Messieurs, dames, est-ce que vous avez l'impression que la Côte d'Ivoire a bien géré la crise sanitaire liée au Covid-19, surtout que ça reste quand même l'un des principaux défis à être relevé par les États en 2020? Docteur Sylvain Nguessan. Je dirais oui. C'est vrai qu'une œuvre humaine est toujours parfaite. Moi, j'ai eu la chance d'effectuer une mission dans le mois de février où j'ai eu à sillonner 2 continents. Bon, on est parti, on est revenu, mais là où on était, c'était une nation qui est un peu plus forte que la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'on a pu voir en atterrissant à l'aéroport d'Abidjan fin février, bon, c'était pas grande chose, mais quand même, il y avait des médecins pour prendre la température, pour donner des produits pour... ce qu'on n'avait pas vu là où on était. Donc c'était un signe quand même d'un premier temps, au moment où tout le monde était affolé. Je crois que l'Afrique de l'Ouest venait de découvrir le premier cas au Nigeria, ensuite au Sénégal. Il y avait le minimum de conditions qui étaient déjà là. Puis à la suite, avec les partenaires qu'on a eus, les gants, les produits, et puis le gouvernement a vite pris des mesures pour confiner le Grand Abidjan. C'est vrai que ça a été annoncé et puis ça a été recalé les 3 jours, donc ça a permis à des gens de regagner les villes de l'intérieur avec des cas qu'on a pu avoir dans la Nawa, Toumoudi, Yamoussoukro, je ne sais plus trop. Mais je pense que le gouvernement, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, a fait beaucoup de choses. Des choses déjà saluées, comme il le dit tantôt, avec la nouvelle couche dont on parle tantôt au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, qui serait plus contagieuse, qui attaquerait plus les jeunes. Il faut renforcer les mesures, il ne faut pas dormir sur les lauriers. Alain Wakili. Oui, des efforts ont été faits, une bonne gestion a été faite, mais je pense qu'on aurait pu certainement faire mieux, eu égard, malgré le taux de létalité qui est moindre, eu égard aussi à la notoriété de certaines personnes décédées, comme le regretté imam, chef de la communauté islamique, comme le président de la FIF, comme Mamadi Diané et bien d'autres. Lorsqu'on voit cela, on se dit qu'est-ce qui n'a pas marché pour des personnes qui avaient peut-être beaucoup de possibilités de se protéger, et on souhaite, au-delà du satisfait sur le bilan positif, qu'il y ait davantage de sensibilisation et de prise de conscience pour que le respect des mesures barrières soit une plus grande réalité par rapport à la vague qui s'annonce et à ce qui se passe déjà autour de nous. Olivier Hérault. Très bien, ouais. Bon, je dirais que
Oui, la situation a été maîtrisée, c'est bon dans l'ensemble. Mais il faut dire aussi que dans nos communes, disons dans les collectivités, il y a eu de nombreux soucis. Je veux parler par exemple de Koumassi, par exemple, où les centres de dépistage ont été vidés. Et on a vu que ce même été incendié. On a vu à Yopougon, la BAE, où ça a été un incident fâcheux pour faire comprendre à ces populations effectivement qu'il fallait se mettre dans le moule de la prévention. Eh bien, ça n'a pas du tout été facile. Je pense que l'État a réussi à juguler cette crise psychologique. Et pour 2021, j'espère bien entendu que l'État mettra en tout cas les bouchées doubles pour que les populations qui sont déjà averties puissent ne pas enfreindre aux différentes mesures prises, notamment les mesures barrières et les dispositions sanitaires qui devraient se prendre. Mais cela dit, pour revenir sur le discours, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir. Oui, bien sûr, absolument. Là, pour l'instant, on parle de la question du Covid, du bilan établi par le chef de l'État. Nathalie Koné-Traoré. Oui, merci. Comme les autres, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits. Mais moi, je vais peut-être mettre l'accent sur la prise en charge des femmes, ce qui a été fait pour les femmes dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Parce que vous savez que la crise à Covid a eu un impact différent sur les femmes dans les différentes communautés, puisque c'est la partie la plus fragile du pays. Et donc, il y a des efforts qui ont été faits, des projets qui ont été financés, mais moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux et faire en sorte que dans les différentes localités, les questions des violences faites aux femmes puissent être assez jugulées. Parce que c'est vrai qu'on parle du développement, on parle de tout ce qui a été fait, c'est très bien, mais les femmes aussi sont silencieuses, elles ont beaucoup souffert durant la crise. Alors, mais certains téléspectateurs pourraient se poser la question, en quoi est-ce que la lutte, la riposte contre le Covid-19 concernait les violences faites aux femmes ? Oui, tout à fait, parce qu'avec le confinement, on a eu des couples qui d'habitude étaient séparés, qui allaient au travail et pendant plusieurs semaines, les gens sont restés confinés dans la même maison. Donc le confinement favorisait des conflits ? Favorisait des conflits et puis aussi, lorsqu'il y a une baisse de ressources dans le foyer, ça peut créer des problèmes. Mais il faut dire que lorsqu'il y a une crise en temps général, les femmes même réagissent différemment vis-à-vis de la crise parce qu'elles sont vulnérables. Et donc cette vulnérabilité aussi doit être adressée lorsqu'il y a une crise et faire en sorte que la question socio-spécifique des femmes soit prise en compte. Très bien. Et à part cela, je pense que tout a été quand même fait. Très bien. Léon, quand même, oui, satisfait aussi à votre niveau ? Oui, si nous partons sur la base des chiffres tels que ça a été annoncé, le bilan de 98% qui a été annoncé par le chef d'État, je pense que c'est sur 100%, si on a 98%, on peut dire que c'est positif. C'est positif. Mais moi, je voudrais regarder la question sur un autre angle, parce qu'en termes de lutte contre la Covid-19, il y avait plusieurs mesures qui avaient été prises dans son temps, et surtout le confinement de Grand Abidjan, et puis il y a eu des arrêtés ensuite qui réduisaient le nombre des réunions, par exemple, les rencontres à 50, après on est venu à 200, après on est revenu encore à 50, et puis aujourd'hui, en termes de déplacement, de mobilité, vous savez, notre travail en tant qu'activiste défenseur des droits de l'homme, à un moment donné, on avait eu tellement de soucis, et à plusieurs reprises, on a posé aux autorités avec qui on échangeait, que ce soit au ministère de la Sécurité et aussi au niveau de l'administration du territoire, parce que les défenseurs des droits de l'homme, les ONG, surtout dans notre pays, notre travail repose 99%, je dirais, sur les rencontres, les déplacements vers les communautés, vers les populations. Dans la lutte, les organisations de défense des droits de l'homme, ONG en général, avaient pris des dispositions pour aller vers les populations, pour faire des sensibilisations, mais à un moment donné, on était confronté à cette situation, à cette difficulté de la délivrance de laisser-passer de sortie. Donc, on a eu pas mal de difficultés et ça nous a empêchés à un moment donné de vraiment travailler. Et aujourd'hui encore, même les défenseurs des droits de l'homme, en général, dans nos déplacements... Là, vous faites un clin d'œil au gouvernement, en fait. Oui, on vous associe. On a encore des difficultés. Très bien. Donc, on avait proposé en son temps que quand on a ce genre de crise, dans la réflexion, dans la riposte, il faudrait qu'on puisse associer les organisations de la société civile dans la conception même des mesures et des politiques. Et à la base, ça pourrait aussi nous aider. Absolument. Merci. Alors, dans ce discours à la Nation, discours bilan et également qui a annoncé des perspectives, Pierre Dipaumelin, le président de la République, a fait le bilan économique. Oui, il a annoncé plus de 1000 kilomètres de routes qui seront bitumées, 33 ponts et échangeurs. Je pense que c'est une
c'est une bien grosse ambition. Quand on sort d'une crise comme celle qu'on a traversée, on n'en est même pas encore sorti. Alors, oui, c'est une grosse ambition. Et puis, ça veut simplement dire que les fondamentaux de notre économie sont restés solides malgré la secousse de la pandémie à coronavirus. Et bien sûr, ces fondamentaux, il a dit, c'est sur la diversification de nos ressources qui ont permis effectivement à la Côte d'Ivoire de rester sur pied et d'espérer poursuivre son développement avec ces chantiers-là. On va ainsi dire que la Côte d'Ivoire, malgré la crise sanitaire, est restée solide économiquement. Tout à l'heure, Olivier Hiro, vous souhaitiez qu'on aille en profondeur un peu plus dans ce discours du président de la République. Je présume que vous faisiez allusion justement au bilan économique. Oui, bien sûr, mais en même temps, faut dire qu'en dépit de l'embellie qu'on a pu connaître... la résilience surtout. La résilience surtout. J'attendais quand même le chef de l'État se prononcer sur l'environnement et le développement durable, c'est-à-dire protection de notre environnement et le développement durable. Ça a été démontré que la pandémie que nous avons connue vient d'un animal. Or, l'animal voit aujourd'hui de plus en plus son milieu, ou disons son milieu naturel être attaqué, ou sinon être occupé littéralement par l'homme. Et donc, dès que l'animal quitte son endroit au quotidien, eh bien, il vient en ville. Il n'y a plus d'endroit, il n'y a plus de... Quand on parle de protection de l'environnement, quand on parle de développement durable, eh bien, c'est ce volet-là que j'attendais, moi, au niveau du discours du chef de l'État de la Nation. Et il faut dire que je suis resté sur ma faim, parce que nous avons remarqué, et de plus en plus, que... en dehors du fait que nous ayons un ministère de l'Environnement, mais aussi un ministère des Eaux et Forêts, il se trouve qu'il y a encore des soucis à ce niveau. Il y a encore des personnes qui continuent de couper les arbres impunément, qui continuent ou si vous voulez, qui continuent ce trafic d'arbres, de veines, le bois des veines, surtout le bois d'essence, les bois d'essence. Et c'est chaque jour que vous verrez ces personnes-là en faille, en train de détourner les lois justement pour continuer leur trafic. Moi, j'aurais voulu que le chef de l'État justement se penche sur l'environnement. Question du développement durable et de l'environnement. Un sujet à part entière et non pas l'éluder. C'est bien. En parlant de l'embellie économique que nous avons, le PIB de chaque Ivoirien est passé à 2200 à 2200 dollars US, comme il a dit. Mais je pense que ça nécessite aussi un environnement dans lequel on puisse être serein. Très bien. Sylvain Nguessan. Oui, le discours du président fait 28 minutes. Quand on met l'hymne national, c'est autour de 30 minutes. Voilà, donc en 30 minutes quand même, on essaie de faire le tour de l'essentiel des questions. Et puis surtout qu'il est économiste, donc il y a une certaine orientation. Moi, je retiens au niveau économique du discours du président de la République cette volonté de vouloir traduire le taux de croissance en développement inclusif. On l'entend à plusieurs reprises à partir de la 24e minute. Dire il faudrait que la répartition du fruit de la coopération devienne équitable. Il insiste plusieurs de vues et il avance deux hypothèses majeures. Une administration assez efficace dans la conduite des projets pour que les projets puissent atteindre les couches les plus vulnérables. Et deuxièmement, il parle de la lutte contre la corruption. Donc voici moi, à partir de la 24e minute, 3 idées fortes que je retiens. Il faut que les plus pauvres soient pris en compte. Il faudra lutter contre la corruption et que le taux de croissance, malgré la crise, est resté à 2%, ce qui est largement positif pour la Côte d'Ivoire. Mais encore, il faut le traduire en développement inclusif, de sorte à ce que, je pense que c'est une des idées phares, des 5 points de son projet de campagne, Côte d'Ivoire solidaire. Donc bon, on l'attend un peu dessus. À la fin. Oui, il faut dire que lorsque la crise sanitaire a débuté, on a eu peur et la tentation était de faire peut-être comme en Europe. Et finalement, tout le monde a noté qu'il y a eu une sorte de riposte africaine ou une riposte régionale à la crise qui a consisté à ne pas dupliquer totalement les mesures prises en Europe. Et cela, malgré les risques, il y a eu une sorte de sérénité, une sorte de responsabilité de nos gouvernants. C'était risqué. L'OMS sonnait l'alerte et on avait l'impression que le continent africain ne prenait pas la maladie au sérieux et les Africains étaient dans une forme d'insouciance. Résultat des courses, 1 an après, le drame est moins grave en Afrique,
le bilan n'est pas aussi... Le cataclysme annoncé n'a pas eu lieu. Le cataclysme annoncé n'a pas eu lieu. On essaie de donner toutes sortes d'explications. Il faut, au-delà de tout, malgré ce qu'on peut déplorer comme insuffisance, malgré l'urgence à faire revenir les mesures barrières, saluer cette responsabilité, cette sérénité de nos dirigeants en espérant qu'il n'y a pas de ruse de la maladie et qu'on a vraiment pris toutes les dispositions pour y faire face. Aujourd'hui, on a une économie qui va afficher 2% de taux de croissance. On a des perspectives assez intéressantes qui s'annoncent. Pour rappeler la difficulté de l'époque, vous vous souvenez, il avait été question à l'époque d'annuler le Massa en mars. Il avait été question déjà dès le mois de juin de reporter l'élection présidentielle parce qu'il y avait coronavirus, parce que les manifestations, les rassemblements étaient interdits. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a résisté et on peut avoir l'espoir d'aborder l'année 2020 sous de meilleurs auspices. Léon Commun ? Oui, le bilan... D'un point de vue économique, votre regard? D'un point de vue économique, en fait, souvent la question qu'on se pose, quand les économistes, en général le président de la République économiste, comme M. Dr Sylvain l'a dit tout à l'heure, donc dans tous les discours, on a cette orientation, cette tendance de chiffrer chaque fois le taux de croissance, mesurer le taux de croissance. Mais bon, la question qu'on se pose, c'est que quand on dit qu'on a pu juguler la question de la pandémie au coronavirus, comme M. Alafé l'a dit tout à l'heure, c'est vrai. On est arrivé à le faire, l'économie est restée debout, mais il ne faut pas oublier que quand vous sortez d'Abidjan souvent, quand vous quittez Abidjan et quand vous rentrez dans nos contrées à l'intérieur du pays, comme on a l'habitude de le dire, la situation est là. On a comme deux visages de la Côte d'Ivoire. Parce qu'à Abidjan, tout semble peut-être aller pour le mieux, mais quand vous arrivez souvent dans des contrées, la difficulté y est la répartition de cette richesse, la répartition de ce taux de croissance. Quand on dit 2%, on a atteint 2% ou on a atteint 3% et autres. Quel est l'impact que cela a vraiment sur la population dans nos villages, dans nos contrées? C'est ça la question que souvent nous, en tant qu'activistes des droits de l'homme, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on se pose. C'est bien de dire les chiffres, mais combien sont les Ivoiriens, quand vous sortez d'Abidjan, qui comprennent, quand on dit 2%, le taux de croissance à 2%, qu'est-ce que ça veut dire? Vu que vous êtes sur le terrain, vous devez apporter des éléments de réponse aussi. Oui, mais si on pose la question, c'est parce que la difficulté réside, parce que tout est vraiment chiffré, tout est toujours technique, mais de façon terre à terre, de façon technique, de façon quand on est sur le terrain, quand on regarde le taux de croissance, qu'on le dit, mais en termes de pauvreté sur le terrain. La lutte contre la pauvreté sur le terrain, le programme du président de la République, je pense que les deux mandats passés, il en a parlé en termes de milliards, en termes de milliards, mais en termes de répercussions concrètes sur le terrain. Les répercussions, on l'a entendu à plusieurs reprises, c'est dans l'eau potable, c'est dans l'électricité. Alafé Ouakili voulait peut-être apporter... Oui, mais il ne faut pas trop insister sur la notion de l'intérieur du pays et laisser croire peut-être que tout va bien à Abidjan. Il n'y a pas peut-être de pauvres à Abidjan. Il y a des endroits d'Abidjan où il y a des gens qui ne vivent pas forcément comme tout le monde ou comme ils devraient vivre. Et puis aussi à l'intérieur du pays, ce n'est pas une armée des gens démunis. Il y a des cadres, il y a des travailleurs, il y a des administrations, des hommes d'affaires, à Boaké, à San Pedro. Donc, il ne faut pas nous présenter un visage de deux Côtes d'Ivoire entre Abidjan et le reste du pays. Dans le même Abidjan, il y a plusieurs visages. Il y a des très très riches, il y a des moyennement riches, il y a des pauvres et des très très pauvres. Et c'est la même stratification qu'on peut trouver à l'intérieur du pays. Donc, les deux visages ou les plusieurs visages, ce n'est pas forcément entre Abidjan et l'intérieur du pays. Très bien. Nathalie Koné-Traoré. Je vais dans son sens parce que, en fait, lorsqu'on parle de bilan, il y a des chiffres. Absolument. Et les chiffres sont vraiment de beaux chiffres. On se dit qu'il y a des ponts, il y a des routes, il y a des efforts qui ont été faits pour changer le visage d'Abidjan. Et ça, c'est extraordinaire. Mais lorsqu'on va sur le terrain, il faut dire que la pauvreté y est. Quand vous dites le terrain, vous faites allusion à l'intérieur du pays. Pas forcément à l'intérieur du pays. À Abidjan, ici, il y a des quartiers qui ont des gens qui ne peuvent pas se permettre d'avoir tous les 3 repas tous les jours. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment pauvres. Et le problème, c'est la répartition des ressources, la répartition équitable des ressources. Parce que lorsqu'il y a le développement, lorsqu'on a une embellie économique, il faudrait que dans le quotidien des populations, on sente qu'il y a une amélioration. Ça, c'est le premier point.
Et le second point, je souhaiterais qu'au niveau du gouvernement, il y ait une évaluation concrète de l'impact de tout cela sur les populations à la base, et notamment sur les femmes. Vous voyez, lorsqu'il parle de l'intérieur du pays, c'est bien, mais ici à Abidjan, il y a des femmes qui sont dans des situations difficiles. La résilience elles n'ont pas pu être résilientes devant cette crise-là. Et donc, aujourd'hui, il faut faire en sorte que ces femmes-là puissent avoir la parole, qu'on voit comment est-ce qu'on peut les aider. Parce que l'économie, c'est bien, c'est pour les plus riches, mais les personnes qui sont démunies, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui sont dans des situations difficiles, ces personnes ont des difficultés. Et moi, je pense que nous, en tant que société civile, nous voulons féliciter le gouvernement pour tout ce qui est fait. Et c'est très encourageant, mais il faut aller un peu plus loin, donner la parole aux plus pauvres et faire en sorte que ces personnes-là puissent sentir que le développement se rapproche d'elles. Et lorsque je parle du développement, je parle de l'accès aux services sociaux de base, je parle des questions de santé, parce qu'aujourd'hui, se faire soigner dans des CHU, c'est un problème. Le président a parlé de la couverture universelle au niveau de la maladie. C'est très bien, mais il faudrait que concrètement, les populations se sentent concernées. Et enfin, il y a la question aussi de la femme. Vous allez voir que je reviens beaucoup sur la question. Parce que les femmes ont des besoins génétiques au niveau de la santé. Ces besoins-là sont liés au système de reproduction des femmes. Vous voyez, il y a le cancer, les différents cancers que les femmes subissent. Il y a l'accouchement en toute sérénité. Il y a la lutte contre la mortalité infantile, tout cela. Il faut que ce soit adressé. Et moi, je pense qu'au-delà de tout ce que le président fait, en termes de politique générale, il faudrait qu'on sente qu'au niveau des différents ministères, il y a eu des résultats concrets. Sinon, on a l'impression souvent que ce sont des chiffres, ce sont des discours, mais concrètement, sur le terrain, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Vous avez bien compris. Sylvain Guessan ? Oui, les problèmes qui sont soulevés là demandent un tout coup entier de relations économiques internationales. Absolument. En partant, c'est long. Assez rapidement, pour répondre à ce que Mme Traoré vient de dire, oui, c'était malheureux, la fermeture des restaurants, par exemple. Oui. Quand vous prenez Abidjan, la restauration est tenue, j'allais dire à 75% par des dames. Et quand ces restaurants sont fermés, généralement, sont têtes qui tiennent des foyers, qui scolarisent les enfants et autres. Ils tiennent des foyers. Oui, enfin, les besoins des... Bien sûr, bien sûr. Oui, très bien. La scolarité des enfants et autres. Et quand ces restaurants ferment de mars à juin, il y a un manque à gagner. Les maquis qui sont tenus par des dames, donc c'est sûr, il y a un manque à gagner. Alors, ce que je voudrais dire, peut-être, il faudrait inscrire le programme du président dans son orientation idéologique libérale. Libéral, c'est ça. Ce n'est pas la répartition à la baguette, ce n'est pas la répartition primaire comme le feraient les gens de la gauche, c'est offrir les moyens à tout le monde pour se réaliser. Et l'orientation stratégique qu'ils ont choisie, on ne peut pas partager, mais c'est l'orientation stratégique, on fait des routes. Vous avez le temps de faire venir la banane de l'intérieur pour les braiser, pour les vendre au Carrefour de la Riviera 2, de 9 kilos, etc. Vous avez le temps de faire venir l'aubergine de l'intérieur, c'est l'orientation. Et puis pour un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire, ne l'oublions pas, c'est difficile la répartition à la baguette. C'est difficile de tout sponsoriser. C'est difficile d'avoir un État, comment on appelait ça ? L'État prudentiel, qui dit par exemple les loyers pour les jeunes majeurs, on prend 50%. Non, la Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre ce luxe-là. Donc c'est malheureux, mais il va falloir attendre une croissance sur un certain temps, comme les Chinois l'ont fait, la Corée du Sud, avoir les capitaux qu'il faut, de sorte à financer. Et c'est là que je reviens sur la fin de son discours, à partir de la 26e minute, quand il parle de la répartition du fruit de la coopération. En tout cas, moi, je l'attends sur ce dossier-là, comment ça va se faire. Et c'est que dans son discours de campagne, il a parlé de susciter des champions nationaux, des gens qui allaient avoir des grands marchés, des capitaux, de sorte à pouvoir embaucher. On l'attend sur ça. Oui. Léon Kwame, oui. Tout à l'heure, je n'ai pas fini. Je voudrais aller dans le même sens de Mme Traoré Nathalie. Je le dis, la répartition des richesses, le taux de croissance est de 2%, on est d'accord. Mais en termes de... Le programme du président de la République aussi l'a dit, la gratuité de l'école, les soins de santé, ça a été promis, c'était une promesse de campagne. Mais aujourd'hui, sur le terrain, qu'est-ce qu'il en est ? C'est de ça qu'on veut parler, en fait. En termes de bilan, on aurait souhaité que le président de la République, dans son discours, revienne sur ces questions qui touchent les populations au plus bas niveau, en fait. C'est de ça qu'on soulève. Voilà. Pierre ? Oui, je pense que le président lui-même il en est parfaitement conscience dans son discours. Il a dit qu'il y a eu un recul de la pauvreté. Il n'a pas dit que la pauvreté avait disparu. 35% de pauvres en Côte d'Ivoire. En 2018, alors qu'il y en avait 51, lui il fait des chiffres, il fait des comparaisons. Ça veut dire qu'il existe encore de pauvres. Il y a un travail à faire. Le travail a été fait, mais il en reste encore à faire. C'est pour ça que le quinquennat qui aborde, qui s'ouvre, il lui place le signe de la solidarité. C'est là où je rejoins le docteur Sylvain Guessan. Je pense que l'action gouvernementale au niveau social va véritablement se déployer dans ce nouveau quinquennat-là. Absolument. Alors, dans ce discours, il y a aussi la dimension politique.
et qui aborde également la réconciliation nationale. Pierre Dupont-Melin. Oui, au niveau de la réconciliation nationale, je pense qu'on a tous vu le ministre de la Réconciliation, Kakabe. On était tous étonnés, mais le président a foi en lui. Il pense qu'il pourra produire de bons résultats. De bons résultats. Il en juge par sa tournée électorale. Et il n'avait que ce mot à la bouche, la réconciliation, la paix, parce que c'était effectivement dans un contexte de tension. Et il était focus sur cette ligne-là, la paix, la paix, la paix. Donc pour le président, effectivement, il y a des choses à tirer de lui. Il pourra effectivement parler. Et il a cette facilité d'approcher tout le monde. Il a des amis dans tous les camps. Voilà, on attend, on regarde. Certainement, les prochains mois nous en diront. Absolument. Le président de la République a également évoqué dans les prochains jours-là, dans la prochaine semaine, le rapprochement avec le président Henri Konan Bédié. Il devrait se revoir dans la deuxième quinzaine, mais me semble-t-il, du mois de janvier. Est-ce que, mesdames et messieurs, vous avez le sentiment qu'on a fini avec toute la période de belligérance, que désormais, les hommes politiques vont s'asseoir pour discuter et mettre en avant l'intérêt de la Côte d'Ivoire? Oui, Nathalie Koné-Traoré. Oui, tout à fait. Je pense qu'au niveau de la réconciliation, il faut se féliciter de tous ces efforts qui sont faits pour rapprocher les différents grands politiques de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse avoir la paix. Mais moi, je voulais revenir sur un aspect, c'est l'aspect de la structure, de la cause structurelle du conflit politique en Côte d'Ivoire. Parce que je pense que depuis le décès de feu le président Félix Houphouët-Boigny, nous avons commencé à vivre une certaine situation politique qui était en fait des soubresauts. Nous avons connu des coups d'État, la rébellion, tout ce qui suit. Ce qui veut dire qu'il faut réfléchir aussi. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que le chef de l'État n'a pas mis le doigt sur les questions structurelles qui posaient la question de la violence électorale, de tout ce qui suit. Parce que pour notre part, au niveau de la société civile, nous pensons que la démocratie et le processus électoral doit s'appuyer sur certains principes, sur certaines valeurs. Et lorsque ces valeurs ne sont pas respectées, lorsqu'il y a des difficultés de compréhension, du coup, ça crée des frustrations et des violences. Et on ne se projette pas aujourd'hui en 2020, 2021, mais nous voyons dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, ce que nous voulons de notre Côte d'Ivoire. Et donc nous devons faire en sorte que les principes qui peuvent remettre en cause tous les efforts en matière de construction nationale, en matière de ponts, en matière économique, que cela ne soit pas détruit pour des principes démocratiques qu'on n'aurait pas respectés. Ça, c'est le premier point. Le second point qui m'a gêné un peu au niveau du discours du chef de l'État, je pense que si nous parlons de réconciliation, il faut parler de tous les Ivoiriens. Vous voyez, moi je vis en partie à l'extérieur du pays. C'est très difficile de vivre hors de son pays. Il faut favoriser l'entrée de tous ceux qui sont à l'extérieur du pays pour une raison ou pour une autre. Lorsque c'est volontaire, c'est bon. Mais lorsque ces personnes sont à l'extérieur, il faut mettre en place toute la stratégie pour que tout le monde revienne et que la solidarité soit vraiment une réalité et que nous puissions travailler ensemble pour construire un pays, non pas seulement politiquement fort, mais aussi démocratiquement fort. Est-ce que le chef de l'État n'est pas dans cette idée quand il dit, et je cite, oui. Il faut intensifier toutes nos actions en faveur du pardon et de la concorde nationale. Nous avons tous la responsabilité de préserver la paix, de bannir la violence et d'unir nos forces pour la construction d'une nation apaisée. C'est un message fort, mais je pense que concrètement sur le terrain, il y a des efforts qu'il faut faire, il y a des décisions fortes qu'il faut avoir. Qui passe peut-être par le dialogue politique, on y reviendra, Dr Sylvain Nguessan. Bien évidemment, je suis entièrement d'accord avec madame. Peut-être qu'on aura le temps de revenir là-dessus. L'un des points d'accord du dialogue politique, c'est ça. Susciter les assises nationales de paix et de réconciliation. Il faudra y revenir. Il ne suffit pas seulement que le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo puissent s'asseoir, qu'ils puissent trouver le minimum syndical. En vue de l'organisation de l'élection législative, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Vous êtes d'accord avec moi, il y a moins d'une semaine, il y a eu des événements à Guézon dont on n'a pas encore établi officiellement le bilan. Comme je le dis, c'est bon de construire des routes, des ponts, mais 3 jours d'incompréhension peuvent détruire tout ce long travail qui a été fait avec la sueur de millions et de millions d'Ivoiriens. Donc revenons aux valeurs. Moi, je pense que ces assises-là doivent avoir lieu. Elles doivent prendre le temps qu'elles prendront et ça ne doit pas être seulement une affaire de président Gbagbo, président Bédié, président Ouattara. Non, il faut aller au-delà. Il faut soigner les grandes plaies de la République. Tout à fait. Les grandes plaies de la République, Alafé Ouakili, selon vous, quelles sont-elles? Mais les grandes plaies sont connues, hein, mais voyez-vous, contrairement à ce qu'il a dit tout à l'heure, quand souvent des observateurs disent que les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux, ils sont réconciliés, ils vivent en paix, les gens se moquent d'eux.
on dit qu'il ment. Ils disent qu'il ment. Bon, voyez-vous aujourd'hui ce qui se passe. Les politiques s'entendent, même si ce n'est pas suffisant, le pays paraît apaisé, le pays paraît tranquille. Où est le problème alors? C'est vrai, il y a eu guérison, mais la Côte d'Ivoire paraît apaisée. On a fait les fêtes tranquillement, sans la peur d'octobre, où il y avait un contentieux politique, un désaccord. Et les politiciens entraînent dans leur désaccord les populations. Il faut le dire. Et ce qu'il faut souhaiter, on parlait tout à l'heure de la pauvreté, du partage de la croissance, plus on aura une société, la classe moyenne qui sera nombreuse, plus les gens vont accéder au bien-être, moins ils deviendront des proies des moutons, des moutons à la solde, à la disposition des acteurs politiques. Il ne faut pas méconnaître le poids des acteurs politiques. Et lorsque certains observateurs de la vie politique disent « les Ivoiriens vivent bien entre eux », ça va, il peut y avoir des conflits communautaires pour des questions de terre ou autres, ça peut ne pas être des questions politiques. Il peut y avoir un conflit entre deux Ivoiriens pour des questions de football, pour des questions économiques. Il peut y avoir de la compétition entre des acteurs culturels. Il peut y avoir des désaccords au niveau de la fédération. Mais ça ne doit pas devenir un combat où on se tue, comme on le constate dans la politique. Il faut pacifier le monde politique. Le problème de la Côte d'Ivoire, on y reviendra d'ailleurs par rapport au dialogue politique, entre autres choses, c'est l'impunité politique. Parce que dans tous les secteurs de la vie, il n'y a pas d'impunité. Mais lorsqu'on arrive en politique, il y a l'impunité. Ça aussi, il faut le souligner, parce que dans tous les secteurs de la vie, la loi est appliquée, la justice est rendue, on peut être mécontent d'une décision de justice, on peut ne pas être content, mais elle s'applique. Mais lorsqu'on arrive en politique, les règles changent. Le monde politique est un monde sans loi. Et c'est à ce désordre-là qu'il convient de mettre fin. Et le dialogue politique est allé dans ce sens. Les acteurs se sont entendus pour dire non à l'impunité et pour dire la réconciliation ne doit pas se faire au détriment de la justice. Absolument. Même si on sait qu'il y a un peu de mise en scène, cet engagement-là est fort, c'est un début. Dialogue d'accord, mais fermeté aussi. Tout à fait. Oui, merci. Je voudrais juste... La question de la réconciliation en Côte d'Ivoire, je pense que c'est la question qui, jusqu'à présent, pour moi, a posé le vrai problème dans la gestion même des affaires politiques en Côte d'Ivoire. Expliquez-nous. Depuis 2010, 2011, 2012, en 2011, à la fin officielle de la crise post-électorale, une commission dialogue, vérité et réconciliation a été mise en place par le président de la République. Mais cette commission a travaillé. Après, on a eu la CONARIV. Mais jusqu'à présent, en termes de bilan concret, est-ce qu'on a arrivé vraiment à mettre les Ivoiriens ensemble? Parce que la question de la réconciliation, on ne la décrète pas. C'est vrai qu'il faut une volonté politique, mais le président de la République ne peut pas s'asseoir pour dire que les Ivoiriens sont réconciliés. Non, ça ne marche pas comme ça. Monsieur Alafé Ouattara dit que les Ivoiriens s'entendent, les Ivoiriens se sentent bien, ils sont ensemble, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle en matière de gestion de conflits, Madame Nathalie pourrait appuyer, la question quand on parle de gestion de conflits, la paix n'est pas forcément l'absence de conflit. Mais le conflit peut être de toutes sortes. Le conflit peut être latent. Il peut y avoir des populations qui sont dans une communauté. Vous pensez qu'ils s'entendent parce que ça n'a pas encore explosé, mais ce n'est pas pour autant qu'ils s'entendent. Tout à l'heure, le docteur Nguessan Sylvain parlait de la question de Guézon. Mais après, il y a eu les élections. Là même où on avait peur que ça allait exploser, ça n'a pas explosé. Mais il a fallu quoi? Une affaire de chapeau. Voilà, une affaire de chapeau. C'est pas un problème de réconciliation, ça. Oui, mais si, parce que le problème se pose, le problème de Guézon, c'est entre la population autochtone et des allogènes. C'est des thèmes qu'on n'aime pas vraiment, mais à un moment donné... Des allochtones. Des allochtones. Le problème, il est là. Parce que si la réconciliation, tant annoncée et tant promue, je sais pas, avait vraiment marché, et que les Ivoiriens, avaient eu le temps de pouvoir se parler, les Ivoiriens avaient eu le temps de pouvoir se refaire confiance, on n'allait pas assister à tout ce qu'on a assisté aujourd'hui. On parle de réconciliation, Aujourd'hui, la question, quand on parle de réconciliation, on voit le président Ouattara et le président Bédié qui se parlent. Mais attendez, à la base,
le président Ouattara issu d'un groupement politique, le président Bédié issu d'un groupement politique, c'est des groupements privés, les partis politiques. Donc à la fin, il s'agit des Ivoiriens, il ne s'agit pas des hommes politiques seulement. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on parle clairement. Il faut qu'on s'asseye entre nous, qu'on parle, mais pas forcément mettre la question de la réconciliation entre le président Bédié et le président Ouattara ou le président Gbagbo, ça ne marche pas. On vous a bien entendu. Olivier Hiro. Très bien. Alors, moi, je vais effectivement dans le sens de mon ami, partageant le plateau ici avec moi. En tant que président de l'OJPCI, nous étions récemment en bateau, là où nous avons eu des conflits intercommunautaires, des affrontements intercommunautaires. Et c'est le chef de bateau qui nous a reçus. Et là, nous allions distribuer des vivres, des kits alimentaires pour les familles endeuillées. Alors, il s'est trouvé que, je vais dire des belligérants, ou si on peut appeler ça comme ça, a eu une vraie peur bleue de se rendre à la cour du chef, puisque c'est à la cour du chef que nous allions rencontrer toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un dans la famille. Il a eu une immense peur, c'est indescriptible. Dès que vous voyez son visage en lui disant on fera la remise dans la cour du chef d'un bateau, on ne l'a plus revu les 5 minutes, les 10 minutes qui ont suivi. C'était quoi le problème? Oui, parce qu'en bateau, les populations se sont dites attaquées au cours de la nuit par des personnes qui sont étrangères au village, qui ne sont pas originaires de ce village. Je ne citerai pas d'ethnie ou bien de communauté. Donc ces personnes-là n'avaient peut-être pas leur place dans la cour du chef pour recevoir même ne serait qu'un simple kit alimentaire que nous, on venait d'Abidjan pour leur donner. C'est-à-dire, en dehors de cela, à Guézon, et ça c'est quand Alafé parle de désordre en matière de politique, mais il y a aussi le désordre dans les groupes armés ici en Côte d'Ivoire. Je vous informe que depuis 2010, on ne peut pas partir de Guézon à son village ou bien à son campement sans être racketté systématiquement par des personnes qui portent des armes. Et pour quelle raison ces personnes portent des armes? On se dit que ce sont des chasseurs traditionnels, certes, mais finalement, il n'y a plus d'agoutis qu'on va rechercher, il n'y a plus de gibier qu'on va rechercher, mais uniquement en attendant que ces personnes-là aillent à leur champ ou reviennent de leur campement. C'est-à-dire qu'il y a de l'ordre à mettre de ce côté-là. Et ensuite, si au sommet, les choses se déroulent bien, eh bien, c'est du pain béni. Mais une chose est sûre, au niveau des communautés, eh bien, il y a la cendre qui couvre, il y a des braises qui couvrent et qu'il faut pouvoir, pour lesquelles il faut utiliser un extincteur. Donc pour nous, et c'est comme ça dans chaque communauté. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le nord, mais à l'ouest, c'est systématique. Vous ne pouvez pas accéder à votre champ si vous ne payez pas un pécule. C'est pas général non plus. C'est tout l'Ouest. C'est ce qui est courant d'ailleurs. C'est pour ça qu'il parle de terrain. Et donc, quand il parle de terrain, je suis sensible à cette situation qu'il faut pouvoir régler. Entendu, à la fin. En fait, vous voyez, les questions d'état des droits et les conflits qui peuvent être réguliers, il n'y a pas de société où il n'y a pas de tension. Il y avait des tensions sociales, des tensions économiques, des tensions culturelles, des tensions religieuses, des tensions dans le milieu des sports. Il y a toujours des conflits dans des sociétés, dans des organisations et dans des groupements. Les tensions et les conflits sont permanents et on ne peut pas les effacer. Et il se trouve que les acteurs politiques les exacerbent. Et ça, il faut pouvoir le dire. Maintenant, ce qui est récurrent, c'est normal qu'il y ait des mécontentements. Et voyez-vous, des histoires de « il a dragué », « il a insulté mon frère », « il a fait disparaître un chapeau », « il a enlevé le chapeau », « il a fait des petites choses, des faits divers qui deviennent des flammes, qui deviennent des problèmes dangereux et des problèmes nationaux. Est-ce qu'on doit mettre ça sous le compte de la question de la réconciliation? Il y a un problème de conscience citoyenne. Il y a un problème de conscience citoyenne. Il y a des individus à qui il faut inculquer la conscience citoyenne, une conscience nationale. Et il faut inculquer aux gens qu'il ne faut pas se faire violence et que lorsque l'on se fait violence, l'on va devant la justice. Mais si les hommes politiques sont eux-mêmes dans l'impunité, qui va payer sur le terrain? Qui va payer sur le terrain quand on tue parce qu'on a des terres qui ont été prises, quand on ne fait pas confiance à la justice, quand on fait des représailles, parce qu'on a blessé quelqu'un qui est mort? Si les hommes politiques eux-mêmes sont dans l'impunité, comment l'État va se déployer
pour faire respecter les décisions sur le terrain et puis inculquer la culture citoyenne aux gens. Parce que c'est un problème de culture citoyenne. Souvent, c'est des règlements de compte ou bien c'est se rendre justice. Quand quelqu'un se rend justice, vous dites que c'est un problème de réconciliation nationale. Non, on ne peut pas se rendre justice. Tu as un problème à la justice. Tu as quelqu'un qui n'a pas payé ton loyer. Parce qu'il n'a pas payé ton loyer, tu vas lui couper la tête. Pourquoi ça ne se passe pas à Abidjan? Très bien. Comme ça. Alors, Nathalie, quelqu'un qui n'a pas payé ton loyer, il te doit, il y a un conflit, il y a un contentieux, mais on ne coupe pas la tête pour ça. On vous a bien compris, Anafé Wakili. Alors, je vous donne la parole tout à l'heure, ce sera juste après cette petite pause. Le plateau de NCI 360, tout à l'heure, nous parlions de réconciliation nationale. Réconciliation nationale au nom de laquelle, justement, Pascal Affi-N'Guessan a été remis en liberté sous contrôle judiciaire cette semaine. Je propose de voir ce sujet, on en parle juste après. 24 heures après sa remise en liberté, Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien FPI, a été reçu ce jeudi par le doyen d'âge de l'opposition ivoirienne, l'ex-chef de l'État Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Pour Pascal Affi-N'Guessan, il s'agissait d'exprimer sa reconnaissance à Henri Konan Bédié pour son soutien durant cette période de détention. L'ancien Premier ministre a salué la reprise du dialogue politique tout en souhaitant plus d'avancées. Nous aurions fait ce dialogue avant les élections, que nous aurions économisé certainement des vies humaines, tous les dégâts que nous avons enregistrés. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Tout ce que nous souhaitons, c'est que ce dialogue soit sincère, c'est que ce dialogue-là s'inscrive dans un processus de restauration d'une paix durable en Côte d'Ivoire, de la réconciliation nationale entre les fils et les filles de ce pays, et que, après moi, tous les autres camarades qui sont en prison puissent être libérés, tous ceux qui sont en exil puissent rentrer librement dans leur pays. Cette libération intervient au lendemain de la 3e phase du dialogue politique entre le gouvernement ivoirien, la société civile et l'opposition. La libération de Pascal Affi-N'Guessan, un autre geste de décrispation, Sylvain N'Guessan. Oui, je pense bien. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, en tant qu'acteur majeur de tout ce processus, enfin de cette crise née autour de ce processus électoral, le voile libre, bon, je pense que cela pourrait quand même susciter une ambiance assez positive pour la réussite du dialogue politique, surtout qu'on parle maintenant des assises nationales pour la paix et la réconciliation. Donc, enfin, sa libération est à saluer, mais bon, il n'était pas le seul en prison, même si lui, il avait peut-être le grade de général. Il y a encore plusieurs cadres du PDCI, la jeunesse du FPI, la jeunesse du PDCI et d'autres partis également qui sont en prison. Peut-être qu'en attendant la mise en place d'une commission nationale d'enquête qui va situer les différentes responsabilités, parce qu'il ne faudra pas saluer ou alors promouvoir l'impunité dans le contexte politique, sociopolitique ivoirien. Donc en attendant la mise en place d'une commission nationale d'enquête qui va statuer et situer les responsabilités, je pense qu'il faudrait permettre également que les autres détenus passent devant le juge, que puissent bénéficier d'une liberté provisoire pour la réussite. Les 3 mois qui viennent sont assez cruciaux pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, avec l'organisation des élections législatives, permettre aux uns ou aux autres de mieux s'équiper, s'armer en vue de la compétition future. Nathalie? Merci. Je pense que c'est à saluer la libération du président Affi-N'Guessan. Mais moi, en tant qu'activiste de la société civile, en fait, j'encourage et j'exhorte que Mme Puchéry Balé et c'est les autres femmes qui ont été arrêtées, je crois qu'elles sont en tout 7 femmes, qu'elles puissent recouvrer la liberté. Parce qu'en réalité, si nous voulons aller à la paix durant tout ce processus, ce serait bien que tout le monde puisse sortir. C'est vrai que la justice va faire son travail, mais qu'elle puisse au moins être libérée. C'est une question aussi des droits de l'homme, c'est une question aussi des conditions dans lesquelles des femmes vivent dans un milieu carcéral. Olivier Et ça, Hérault. vraiment, c'est important. Merci. Très bien, merci. Alors, moi, à ce niveau, je rejoins Dr N'Guessan qui dit que eh bien, il faut qu'on libère tout le monde et non le faire à dose homéopathique et constater que des personnes qui avaient été détenues, selon le chef de l'État lui-même, à titre préventif, puissent être libérées, mises en liberté pour espérer revenir devant la justice pour répondre de leurs droits, de leurs actes. Et moi, je pense que ça aurait été une très belle occasion pour le chef de l'État de nous faire comprendre, de nous faire savoir que ces mères de famille qui sont détenues à titre
préventive, je le rappelle, selon lui-même, qu'elles puissent être libérées et répondre de leurs actes devant la justice. Il n'y a pas de raison que ces personnes sortent du pays. Je ne pense pas que ces personnes puissent se volatiliser dans la nature. Donc, il faut leur donner la possibilité de venir répondre de leurs actes et leur donner aussi cette liberté au même titre qu'Africain Issa. Oui, il faut profiter peut-être pour souhaiter joyeux anniversaire au président du FPI qui est né le 1er janvier, et comme le chef de l'État, leur souhaiter joyeux anniversaire. Apprécier qu'il ait pu passer les fêtes chez lui en famille, espérer que justice continue, et puis noter que lorsque la justice arrête, souvent on pense qu'elle est aux ordres, mais lorsque la justice libère à la suite d'un dialogue politique, on ne dit plus qu'elle est aux ordres. Voyez-vous, la justice prend des décisions d'opportunité souvent. Les acteurs politiques se sont entendus, ils ont dit qu'ils vont décrisper, et il y a eu un accord politique, un dialogue politique. Le lendemain, M. Afingé s'est retrouvé devant la justice, il est sorti, tout le monde applaudit. Et personne pour dénoncer une justice un peu aux ordres qui suit les accords des hommes politiques. Mais quand il s'agit d'arrêter, on va trouver des gens pour dire la justice est aux ordres, elle arrête. Ou bien c'est parce qu'elle a été déjà aux ordres pour arrêter qu'elle est à nouveau aux ordres pour libérer. Ça pose la problématique générale de notre regard sur la justice. Il faut interroger cela. La justice aussi pourrait être indépendante pour dire, bon, vous êtes entendus entre vous, mais on ne libère pas. On nous a dit oui de libérer, mais on ne libère pas. On est indépendant. On veut que les choses se poursuivent. Cela dit, il est important, au-delà des acteurs politiques, de trouver les auteurs directs des violences qui ont été commises à Mbato, à Dabou, à Daoukro, à Bonoa, à Bongwanou, il est à Zata. Il faut trouver les auteurs directs de ces violences et les juger. Ce n'est pas acceptable qu'il y ait eu ce type de violence. Il faut trouver les auteurs directs et les juger. Et après, on fera le débat de la responsabilité peut-être politique. Puisque la responsabilité pénale est individuelle, on fera le débat des donneurs d'ordre, des liens, de tout ce qui a pu se passer du contexte et de l'environnement. Mais il est temps de continuer les enquêtes et aussi d'arriver à des procès publics au cours desquels chacun viendra défendre sa position, étant entendu que peut-être pour les acteurs politiques, comme il a dit, ils ont des garanties de représentation, l'exception devrait être l'emprisonnement. Voilà. Léon, quand même. Oui, nous pensons que M. Afingé, il est président du FPI, c'est un père de famille. Libéré, c'est une bonne chose pour sa famille politique et sa famille biologique. Mais au-delà de tout ça, c'est la question de l'indépendance de la justice qui se pose. Les conditions dans lesquelles on est arrêté, les conditions dans lesquelles on est libéré. Vous l'avez dit tout à l'heure, suite à un dialogue politique. Donc, la justice est confondue à la politique, au dialogue politique. La justice... La question de l'indépendance de la justice, de plus en plus, ce n'est pas tant que ça ce que dit le juge ou ce que disent seulement les tests, mais c'est la perception aussi des populations sur la justice, sur son indépendance, sur sa capacité à pouvoir arrêter, à pouvoir juger, peu importe la personne, que ce soit un politicien, que ce soit un citoyen lambda, parce que la loi, c'est pour tout le monde, en dehors même des qualités des titres. Donc il faudrait qu'à un moment donné, on puisse s'asseoir et on puisse avoir confiance en cette justice. Parce que, voilà, M. Afingé, comme l'a dit M. Dr Sylvain Guessan, il n'est que peut-être le général, mais il n'est pas le seul qui a été arrêté dans les mêmes conditions. Donc pourquoi aujourd'hui, à la suite d'un dialogue politique, on libère M. Afingé parce qu'il est président du FPI et les autres avec qui il a été arrêté? La question se pose. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est un compromis politique. Ce n'est plus la justice. À un moment donné, il faudrait que la justice puisse se départir du politique. C'est là qu'on parle d'état de droit. En termes de responsabilité politique, de responsabilité de la justice, de son indépendance, de sa capacité à prendre des décisions sans forcément s'adosser sur le politique. C'est une très bonne chose.
lors du dialogue politique, dans les recommandations, on a parlé de la libération des personnes qui ont été arrêtées suite aux violences électorales. Ça n'inclut pas la poursuite des procédures judiciaires. Oui, et la recommandation suivante parle de la poursuite des procès. On est tous d'accord. Donc, à un moment donné, nous disons qu'il faudrait que la justice n'attende pas que le politique lui donne des ordres pour qu'elle agisse, mais que la justice soit indépendante, qu'elle soit élégante. C'est notre souhait. Ça, c'est votre point de vue, je le comprends. Alors, M. Pierre Dipomélin, notamment, y a-t-il d'autres éléments qui ont été abordés à la faveur du dialogue politique? Oui, à la faveur du dialogue politique, la conclusion, on peut classer en deux axes. Il y a une première partie qui concernait l'apaisement du climat politique. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on libère le président Pascal Affi-N'Guessan. C'est, je pense, un des points. Il s'agissait de libérer toutes les personnes qui étaient poursuivis pour des faits en lien avec le mot d'ordre de désobéissance civile. Et donc, il fallait également poursuivre le dialogue à un haut niveau avec le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié. Et puis, entre autres, l'autre partie, c'est essentiellement sur la CEI. Comment recomposer la CEI locale en désignant les bureaux, les membres qui vont constituer les bureaux des CEI locales, mais bien sûr par voie élective. Et il y a eu également la nécessité d'appeler tous ceux qui ont suspendu leur participation au niveau de la CEI centrale. Donc on peut dire que ces éléments-là ont été effectivement au niveau des conclusions du dialogue politique les éléments forts. C'est cela. Le financement aussi des partis politiques. Tout à fait. Et la liste est longue. Absolument. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas s'ils ont eu des préaccords, mais on attend de voir comment ça va se faire. Il y a une loi qui existe en Côte d'Ivoire sur le financement des partis politiques. C'est vrai que ça n'a jamais été respecté, mais il y a une loi qui existe. C'est cela. Alors, messieurs, pour récapituler un peu les mesures d'apaisement de l'environnement politique, il a été retenu à la faveur de ce dialogue politique la poursuite des discussions à un haut niveau entre le président de la République et le président Bédié, la libération des personnes poursuivies pour des faits liés au mot d'ordre et des désobéissances civiles de 2020 et à la crise post-électorale de 2010, la poursuite des procédures judiciaires en cours afin d'éviter toute impunité, la réparation et le dédommagement des victimes des violences, la repentance des auteurs et des acteurs politiques pour les actes de violence perpétrés, le maintien du cadre de dialogue politique au-delà des échéances électorales, l'organisation d'assises nationales pour la paix et la réconciliation. Voilà essentiellement, succinctement, les mesures qui ont été arrêtées. Est-ce que vous avez l'impression, cette fois-ci, quand on va à un dialogue politique sincère, qui va vider tous les contentieux du passé et qui va permettre aux Ivoiriens d'arrêter de se regarder comme des adversaires comme cela est le cas aujourd'hui dans bien de communautés. Oui, moi, il y a un point qui me donne de l'espoir, c'est la question de la repentance. Vous savez, le président Bagné en a souvent parlé, et les gens ont l'habitude de parler des justices transitionnelles. Ils parlent d'Afrique du Sud. Est-ce que la justice transitionnelle exclut la repentance? Mais elle est basée sur la repentance. La justice transitionnelle est basée sur la repentance. Et l'appel à la justice transitionnelle n'a pas beaucoup fait la promotion de la notion de repentance. Reconnaître les torts et demander pardon favorise le pardon aussi collectif et puis l'oubli pour avancer. Mais ce à quoi on a assisté en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années, c'est le refus de la repentance. Personne n'est prêt à reconnaître ses torts. Personne n'est prêt à exprimer des regrets. Personne n'est prêt à dire oui, j'ai fait telle chose, ce n'est pas bien. On se contente simplement de demander pardon. Si je vous ai offensé, si je fais ceci, les acteurs politiques demandent simplement pardon, sans jamais avoir le courage d'avouer qu'ils ont pu commettre des torts, qu'ils ont pu se tromper, qu'ils ont pris des décisions qui n'étaient pas bonnes. C'est ça qui pose souvent problème. Et cette fois-ci, ils se sont entendus pour appeler à la repentance des auteurs des violences et des acteurs politiques. Il faut espérer que nous, hommes de médias, que la société civile, que les activistes des droits de l'homme seront vigilants pour interpeller sur cette notion de repentance qui implique la vérité. Parce que pour arriver à la repentance, il faut qu'il y ait de la vérité établie sur les torts, sur les fautes commises par les uns et les autres. Et c'est sur la base de cette vérité que vient la repentance. Et lorsque vient la repentance, le pardon est accordé, le pardon demandé est accepté. Cela me semble un élément nouveau.
un élément important qu'il convient de saluer et de soutenir et face auquel il y a lieu de rester vigilant. Sylvain Nguessan. Bon, moi je reviens encore sur les assises. Hein. C'est vrai qu'à la vient de parler de repentance, oui. Mais la justice traditionnelle commence à partir de quelle date? On a vu l'erreur commise en Afrique du Sud, où la justice traditionnelle en Afrique du Sud part de 1960 à 1993, alors que l'apartheid a été institué en 1948. Que des victimes de 48 à 60. On parle de repentance en Côte d'Ivoire, je suis bien d'accord. Mais repentance liée à quel point de l'histoire de la Côte d'Ivoire? S'agit-il des auteurs de la crise, la dernière crise électorale? Faudra-t-il remonter en 2010? Faudra-t-il remonter en 99? Faudra-t-il remonter en 89? Faudra-t-il remonter en 70 pour que le Guébié soit pris en compte? Pour que le 108 soit pris en compte? Pour que Assabou soit pris en compte? Il va falloir encore déterminer la période qui sera prise en compte par le processus de justice traditionnelle. Si on le limite au mois de juillet 2020, on n'aura pas soigné les grandes plaies de la République. Il y aura encore un loup passif entre les communautés. Et je reviens encore dessus une idée. Quand un conflit entre deux citoyens ordinaires, comme ce qu'on a vu à Béomi, devient un conflit communautaire, ça veut dire qu'il y a problème entre les communautés. Donc, il faut trouver un moment lors de ces assises-là pour pouvoir guérir toutes ces plaies. Un conflit entre deux citoyens, on en voit chaque jour. Un conflit d'un foyer, on en voit chaque jour. Au stade, les gens qui se... Bon, on en voit chaque jour. Mais quand ça devient systématiquement un conflit communautaire, à tel enseigne que le conflit peut avoir lieu à l'Est, mais les populations qui sont à l'Ouest se voient obligées, ou bien trouvent la légitimité de s'impliquer dans un tel conflit, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc la suspicion est assez forte entre les différentes communautés ivoiriennes. Le rejet, il est fort. Les gens... Chacun se repose un peu sur sa région, sa religion, sa communauté. Donc le recours systématique aux idiomes communautaires, c'est fort en Côte d'Ivoire. Il faudrait que nous trouvions l'occasion, lors de ces assises-là, pour guérir ces plaies, pour que un conflit entre deux Ivoiriens se limite aux deux que la justice applique. Que cela n'implique pas leur ville, leur communauté, leur religion. Il faudrait que nous trouvions l'occasion une bonne fois, qu'on arrête de ruser. Ce n'est pas la première fois qu'il y aura un dialogue politique en Côte d'Ivoire. Depuis 1990, il y en a eu, qu'on arrête. On se rappelle encore du Forum de réconciliation nationale en octobre 2001, dont les points d'accord, on ne sait pas ce qu'on en a fait. Il faudra trouver une bonne occasion, une bonne fois pour toutes, pour réconcilier les communautés. C'est assez, j'allais dire, assez élémentaire de dire que ce sont les hommes politiques qui manipulent la population. Non, les populations, entre elles, ont des suspicions entre elles. Les populations, entre elles... Mais qui sont souvent nées de ces manipulations. Oui, l'histoire de la Côte d'Ivoire n'est pas aussi nouvelle que ça depuis 1960. Mais même si on peut remonter jusqu'à 1958, avec le conflit entre les Ivoiriens et les Dahoméens. C'est pas nouveau tout ça. Il faut trouver une occasion. L'histoire, elle est vieille, elle ne se limite pas seulement à Assabou. Gbagbo n'était pas là, Ouattara n'était pas là, Bézi n'était pas là, le 108 n'était pas là. Voilà, donc il faut trouver une bonne occasion. Je pense que la Côte d'Ivoire, elle est indivisible. Nous sommes tous Ivoiriens, nous avons notre pays. Il faut trouver une bonne occasion, remonter à la périodicité la plus longue. Est-ce que l'ivoirité ne date pas, par exemple, de 1958? Est-ce que ce n'est pas le mot qui est venu plus tard? Est-ce que les germes n'étaient pas déjà dans notre esprit à partir de 1958 quand on chasse les Dahoméens? Donc, il faut trouver une bonne occasion de manière scientifique, sortir toutes ces grandes blessures-là, les guérir une bonne fois pour toutes. Je reviens encore sur ce que Mme Traoré disait. Le président Ouattara, son bilan, il a son bilan, comme le bilan d'Oufoué. On peut le critiquer, mais quand même, il y a des éléments palpables. Et ce serait quand même dommage qu'une incompréhension d'une semaine, de 2 semaines puisse détruire tout ça, comme ce qu'on a vu au Libéria, comme ce qu'on a vu dans plusieurs autres pays. Trouvons une bonne occasion, les assises nationales de la paix et de la réconciliation. Si ça doit prendre 6 mois, que ça prenne 6 mois. Si ça doit prendre 18 mois, que ça prenne 18 mois. Mais revenons à une Côte d'Ivoire des valeurs. Une Côte d'Ivoire où un conflit entre Nguessan et Yoro, ça s'arrête à Nguessan et Yoro. Nos communautés ne sont pas impliquées. Ma femme n'est pas impliquée, ma famille, mon village ne sont pas impliqués. Sa femme n'est pas impliquée, son village n'est pas impliqué. Très bien. Nathalie connaît quoi, Traoré? Tout à fait, je suis d'accord avec lui. Et c'est pour cela que tout à l'heure, j'ai parlé des causes structurelles du conflit. La Côte d'Ivoire revit toujours les mêmes conflits. Et ce n'est pas les élections, en fait, qui entraînent le conflit, mais il y a des causes structurelles, des causes sous-jacentes qui font que les populations sont braquées les unes contre les autres. Et donc, cela est très important. Mais en plus de cela, je pense qu'il faudra faire en sorte que le dialogue politique ne se limite pas seulement entre les leaders politiques. Et que le fait d'associer la société civile, d'inviter la société civile, ce ne soit pas pour justifier en fait la présence de la société civile. Et c'est très important parce que de plus en plus... beaucoup d'organisations de la société civile aussi de ne pas jouer franc jeu. Tout à fait. Et je pense que de plus en plus, il faudrait que la société civile, le débat politique se rapproche des populations.
Parce que lorsqu'on parle de société civile, ce n'est pas seulement une personne ou bien un groupe qui a créé une organisation. J'étais récemment à Bassam pour une activité et j'ai vu que le maire de Bassam a organisé une activité pour la cohésion intercommunautaire dans sa localité. Il a fait venir des experts avec un partenaire pour faire une sensibilisation. Et cela est très important. Et là, on a dit que la société civile, ce sont des associations à la base, la chefferie traditionnelle. Tout ce qui est en train d'être fait au niveau national doit rejaillir au niveau communautaire. Et c'est comme ça que petit à petit, on va résorber les conflits intercommunautaires. Le second point, c'est qu'au niveau du dialogue politique, on a parlé de partis politiques, d'hommes politiques, mais on n'a pas parlé de la société civile. Et je pense que là, le débat se pose. Il faudrait qu'on revoie un peu qu'est-ce qui a été dit au niveau de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comment les organisations ont été intégrées dans le processus et comment ces organisations aujourd'hui sont évaluées vis-à-vis de leur participation. Parce que la société civile, ce n'est pas quelques organisations. Et là, c'est très important parce que si nous voulons la paix et la stabilité, il faut faire en sorte que de plus en plus, les organisations qui sont à la base se reconnaissent dans ce qui est en train d'être fait. Et il faut éviter d'arrimer certaines personnalités et penser que c'est toute la société civile. Je pense aussi que la société civile, enfin certaines organisations de la société civile, ont un travail à faire pour ne pas paraître comme des appendices de partis politiques. Parce qu'il y a ce reproche-là également qui est fait à la société civile. Oui, Olivier Hirault. Très bien, merci. Alors, en dehors du fait que nous soyons journalistes, c'est-à-dire hommes des médias, moi en tant que président de l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire, nous avons la possibilité et le droit même d'appartenir à la société civile, qui est stratifiée en 8 groupes majeurs. Absolument. Et nous, en tant que coordonnateurs du MAEP de la zone 5, c'est-à-dire le MAEP, c'est le mécanisme africain de l'évaluation par les pairs, et le chef de l'État, il sait ce qu'il a à faire. Il sait très bien, il sait parfaitement ce qu'il a à faire. Et ce n'est pas pour rien, et je veux dire, ce n'est pas fortuit qu'il propose des assises nationales. Vu qu'à l'Union africaine, son bilan est présenté et évalué par tous ses pairs. Donc, quand il revient d'Addis Abeba après avoir présenté son bilan national, il sait ce que les Ivoiriens attendent de lui. C'est-à-dire quoi? À chaque niveau, que ce soit les personnes vivant avec un handicap, des personnes, disons la jeunesse, les syndicats, la société civile, etc., à chaque niveau de la société, il sait ce qu'on attend de lui. Alors, initier donc ces assises nationales ferait, disons, le plateau pour lui de pouvoir mettre en exécution son plan national de gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, eh bien, avec le MAEP, il a la possibilité de ressurgir avec tout ce, je veux dire, tout ce que la population attend de lui, de tout ce que ses concitoyens attendent de lui. Très bien. Oui. Léon Kwame. Oui, ce que je voudrais dire, ma position, elle est la position de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme et l'OIDH. Le dialogue politique, c'est le fait qu'on permette, que ce soit les partis politiques, les acteurs politiques, la société civile, de se mettre ensemble, d'essayer d'échanger sur des questions. C'est vraiment important, c'est à saluer. Mais tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose, je voudrais... Qu'est-ce que vous avez entendu qui vous met dans cet état? Notre position, c'est que ce dialogue, pour nous, c'est un peu comme un médecin après la mort, si on dit ça comme ça. On aurait pu discuter, échanger, on aurait pu eu le temps de tenir ce dialogue. Donc, on ne peut pas retourner en arrière. Je viens. Avant les élections, on aurait évité beaucoup de choses. On a bien compris. Un peu. Donc, ce que nous disons, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que les autorités aient le courage de pouvoir regarder l'histoire en face et de prendre leurs responsabilités. Il ne faudrait pas que le dialogue politique ou bien les sessions qu'on convoque, on est à la troisième séance maintenant, ne soient pas, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, un moyen soit de marchandage ou bien d'atteindre des objectifs précis, mais il faudrait qu'on ait comme objectif de pouvoir régler des problèmes de façon durable. Mais rien ne dit que ce n'est pas l'objectif. Qu'on puisse régler les problèmes de façon durable. Mais ce qu'on a vu, quand vous avez vu le dialogue politique acte 2, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le document a été signé? Non. Le dialogue qui vient de finir, à la fin, à quoi est-ce qu'on a assisté encore? Qu'est-ce que vous proposez? Le PDCI, c'est la coalition dirigée par le PDCI, CDRP et autres, ils ont refusé de signer le document. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Et pourquoi est-ce qu'on assiste à cela? Parce que avoir
prendre le temps de s'asseoir pour discuter et puis à la fin, ne pas être d'accord. Parce que, bon, c'est vrai, on a fait il y a des recommandations dans le document. On dit les points d'accord, mais pour nous, on pense que c'est pas des points d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'à la fin, il y a des partis qui ont pris part aux discussions, mais qui ont refusé de signer le document. Donc, il y a un problème. Donc, ils n'ont pas refusé de signer. Ils ont reporté la signature pour mieux prendre connaissance. Est-ce que le document est signé jusqu'à présent? Oui, c'est pour ça que ce n'est pas un refus systématique. On vous a bien compris, on a suivi vos développements. Retourner à leur base pour représentant de l'OIDH. revenir avec la On va tous signature. parler ensemble. Qu'est-ce que vous proposez, vous? Que les questions, comme le docteur Sylvain l'a dit, les questions, vraies questions, soient mises sur la table, qu'on puisse avoir le courage de pouvoir... Et vous avez l'impression que ce n'est pas ce qui est fait? Nous pensons, à l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, que chaque fois qu'il y a une session de dialogue politique qui a été convoquée, en tout cas pour ces sessions, l'ordre du jour a été restreint, en fait, sur des questions précises. Le deuxième dialogue, le premier dialogue, c'était sur la CEI, la composition de la CEI. Le deuxième dialogue, c'était sur le code électoral. Le troisième dialogue, c'était sur les recommandations de la CEDEAO. Mais à part les recommandations de la CEDEAO, la Cour africaine des droits de l'homme a rendu des décisions. La Côte d'Ivoire a pris le gouvernement ivoirien a pris des décisions après pour retirer sa déclaration qui permettait aux ONG, aux individus de saisir la Cour africaine directement. Mais c'est pas la seule, la CEDEAO n'est pas la seule organisation qui a fait les recommandations sur la Côte d'Ivoire. Donc quand le gouvernement prend sur lui la responsabilité de faire discuter, de mettre à l'ordre du jour les recommandations seulement de la CEDEAO, pendant que la Cour africaine des droits de l'homme a rendu des arrêts sur la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Alors, monsieur Nathalie Koné-Traoré, vous voulez réagir, oui? Oui, tout à fait. Je vais aller dans son sens pour dire rapidement, avant qu'on passe à un autre sujet. Vous voyez, en 2010, nous étions très actifs sur le terrain. Il y a eu un processus pour plusieurs accords internationaux sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu l'accord de Pretoria. Il y avait la constitution ivoirienne, mais il y a des décisions qui ont été prises pour permettre l'inclusivité de tous dans le processus électoral. Nous pensons que 10 ans après, si cela se pose encore problème, et qu'on n'a pas un processus électoral inclusif, qu'on fasse 10 dialogues inclusifs, 10 dialogues politiques, on ne va jamais résoudre le problème de la Côte d'Ivoire parce que nous estimons qu'au niveau politique, il faudrait que tous les acteurs s'asseyent et se disent que, même si nous sommes au pouvoir, le processus démocratique dit que nous sommes là pour le peuple, c'est le peuple qui décide, laissons tout le monde se présenter et on va aux élections. Très bien. Et c'est ce qui pose problème en Côte d'Ivoire. C'est entendu. Merci. Alors, messieurs, dames, les élections législatives ont été fixées au 6 mars prochain, selon une annonce mercredi du porte-parole du gouvernement. Cette annonce a été faite au lendemain de la fin d'un cycle de pourparlers entre justement le pouvoir et l'opposition pour décrisper le climat politique. Des Ivoiriens rencontrés dans la rue d'Abidjan se prononcent au micro de Yéli Traoré et Fulgence Kissiedou. C'est dans un communiqué daté du 26 décembre que la Commission électorale indépendante CEI avait proposé la date du 6 mars pour le renouvellement des 255 députés de l'Assemblée nationale ivoirienne. Cette date a été entérinée par le Conseil des ministres du mercredi 30 décembre. Des Ivoiriens rencontrés dans les rues d'Abidjan se prononcent sur ce qu'ils attendent de leurs futurs élus. J'attends que les députés qui seront élus sur cette nouvelle mandature-là vraiment puissent vraiment porter la voix du peuple. C'est très important, on ne demande pas plus que ça aux députés. Je demande aux députés d'arranger la commune et aussi d'aider la jeunesse à avoir du boulot. Parce que c'est la jeunesse qui fera le pays de demain. Ce qu'on attend de notre député, il sait que nos routes sont gâtées. Voilà, dans les quartiers, toutes les routes sont gâtées. Et puis dans les quartiers aussi, les gens ont construit un peu partout pour barrer les routes. Donc l'accès à mon quartier, c'est un peu difficile. Donc il n'y a plus de routes. Donc nous, on voulait que les députés se débrouillent pour arranger les routes pour nous donner. Même pour aller à l'hôpital, il n'y a pas de route. Quand il pleut aussi, l'eau rentre un peu partout, il n'y a pas de route. Donc actuellement, même le bus ne peut pas rentrer chez nous, par manque de route. Je pense que les députés doivent être plus proches de la population et surtout face aux jeunes. Quand quelqu'un vient faire sa campagne, ses promesses et tout ça, il est proche de la population et tout, on le vote et puis bon, les jours qui suivent, c'est l'idéologie de son parti politique, il s'en fout de la population, quoi. Voilà, et donc c'est pénible. Les députés ne sont pas là pour la merci des partis politiques, de quoi que ce soit. Les députés sont là pour voter les lois. Donc on demande aux députés de voter les lois pour permettre aux Ivoiriens d'être heureux dans leur propre pays. De ne pas être des suiveurs, de ne pas être à merci des politiciens. Comme ils sont politiciens, ils représentent la commune où ils sont élus. Donc ils jouent leur rôle en tant que députés, qu'ils ne soient pas des corrompus. Certains sont pour le moins dubitatifs sur le rôle même des députés.
Je n'attends rien. Parce qu'en fait, ils ne font rien. Donc, on ne voit pas vraiment ce qu'ils font. Donc, moi, honnêtement, je n'attends rien. Un communiqué de la Commission électorale indépendante annonce l'ouverture du dépôt des candidatures à la députation dans la période allant du 4 janvier au 20 janvier 2021 inclus. Cette élection législative suscite beaucoup d'engouement, notamment du côté de certains partis d'opposition qui avaient systématiquement boycotté les élections depuis 2010. Décidément, on se rend bien compte que beaucoup d'Ivoiriens ne maîtrisent pas, ne connaissent pas le rôle d'un député, n'est-ce pas, Dr Sylvain Nguessan? Oui, bon, l'éducation citoyenne, l'éducation des partis politiques. Oui, est-ce que la société civile fait bien son travail? La société civile travaille avec les moyens dont elle dispose. Il n'y a pas de financement de la société civile en Côte d'Ivoire, contrairement aux autres pays. On a fait des activités qu'on finance avec nos propres fonds. Donc on ne peut pas tout... Les partis politiques qui sont financés, j'allais en arriver. Pourquoi aujourd'hui ne pas voter une loi ou bien alors prendre une décision pour dire que 10% de ce budget-là est alloué à la formation de leurs militants de base, de leur jeunesse, de leurs femmes? Pourquoi pas? On peut allouer ce fonds au FDFP, par exemple, qui est la structure étatique en matière de renforcement des capacités, de sorte à ce que les partis politiques soient obligés de former ne serait-ce que leurs responsables politiques. Ce qui n'est pas le cas, c'est pas la plus forte raison. Les citoyens lambda qui, se débrouillent quotidiennement pour son peuple quotidien, qui va aller encore se casser la tête pour... c'est malheureux, mais il faudra y travailler. Qui on va accuser? La société civile peut-être, mais nous aussi on fait avec les moyens de bord. Nathalie? Oui, je pense qu'en plus de la société civile, il faudrait que de plus en plus que dans les écoles, dans les universités, on pense à la nouvelle génération et qu'on parle vraiment de tout ce qui est civisme, tout ce qui est institution de notre pays, pour que les jeunes puissent savoir un peu plus de quoi il s'agit. Mais je pense que dire que la société civile doit faire son travail, au niveau de la Constitution, le rôle de la société civile est reconnu. Mais les organisations n'ont pas de moyens pour travailler, comme il a dit. Il faut aller chercher ce sont les partenaires extérieurs souvent qui financent les organisations de la société civile. Et donc, il faut de plus en plus que l'État de Côte d'Ivoire consente à accorder une petite subvention aux organisations pour les aider pour cette cause. Alors, concernant la société civile, je prends un commentaire d'un de nos internautes en ligne qui dit « Le rôle de la société civile est de travailler avec les politiques et non de s'opposer aux autorités. Une société civile qui s'engage contre les actions du gouvernement se verra taxée d'activiste politique. » Réaction, Léon Comé. Je voudrais repartir sur la question de l'éducation citoyenne. En Côte d'Ivoire, il y a un ministère en charge de l'éducation nationale de la formation de base. Et de la formation continue, je ne sais plus. Il y a professionnel. Il y a un ministère de l'enseignement scientifique, de la recherche scientifique et de la formation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Voilà, ok. Un secrétaire d'État au civisme. Voilà. Donc, quand on parle de l'éducation citoyenne, le premier responsable n'est pas la société civile, je suis désolé. Mais personne n'a dit que vous étiez le premier responsable. Je suis désolé, monsieur. Non, attendez, appelons les choses par le nom. Non, calmez-vous. Non, baissez d'un ton, s'il vous plaît. Personne n'a dit que la société civile est le premier responsable. Oui, je viens. On a juste pointé du doigt votre... Si la Côte d'Ivoire est incapable d'éduquer ses citoyens, depuis la base, ce n'est pas moi, organisation de la société civile, observatoire ivoirien des droits de l'homme. Dans ce cas, vous n'avez pas lieu d'exister. Je viens, monsieur. Non, vous arrivez, absolument, mais... Appelez les choses par le nom. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ok? L'État de Côte d'Ivoire a un budget pour ça. L'éducation nationale a un budget pour ça. La formation de base, il y a un budget pour ça. La formation professionnelle, il y a un budget pour ça. On vous a bien compris. Les organisations de la société civile, comme Dr Sylvain l'a dit, les partis politiques en tant que groupement privé sont financés. Ils forment comment leurs militants. Même les députés eux-mêmes, en tant que députés, en tant qu'élus, ils connaissent leur travail quand ils vont faire les campagnes dans les villages. Qu'est-ce qu'ils disent aux populations? Si le monsieur dit le député n'a qu'à venir faire la route, ça dépend de la promesse que le député a dit dans son village ou dans son quartier. S'il est venu dire qu'il va venir pour faire les routes, mais attendez, on va l'attendre qu'il fasse les routes. Si le député même ne connaît pas son rôle et il est incapable de lui-même éduquer ses populations, combien de lois sont votées à l'Assemblée nationale? Dans leur budget, je viens. Dans leur travail, ils doivent retourner vers les populations avec les lois qu'ils ont votées pour éduquer la population. On vous a bien compris. Combien de députés l'ont fait en Côte d'Ivoire? On vous a bien compris. À la fin, Wakili. Quand on l'écoute, est-ce qu'on peut dire que l'État et le gouvernement ont échoué dans l'éducation? Lui, il est bien vigilant. Donc l'État n'a pas échoué. Parce qu'il y a un bon citoyen à l'esprit civique, à la bonne éducation civique et citoyenne, je suppose. Cela dit, pour être plus sérieux, moi je pense qu'un citoyen ne sache pas le rôle d'un député n'est pas dramatique. C'est pas dramatique. Non, c'est pas dramatique. Et pourquoi veut-on en faire un drame? Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Cela dit, secondairement, les attentes qu'ils expriment par rapport aux députés, ça ne fait pas partie forcément des promesses. Un député
peut être un acteur du développement lorsqu'à l'Assemblée nationale, il dit « J'ai grandi à Koumassi, je ne suis pas député de Koumassi, il n'y a pas de route. Monsieur le maire, que faites-vous du budget que le ministère de l'Équipement vous donne? Que faites-vous du budget que le ministère de l'Intérieur vous donne ?» Il peut, des taxes que vous oui, il peut demander une information, inviter le gouvernement, le ministre qui s'occupe de la question et poser la problématique. Donc, lorsque le citoyen a des attentes de développement par rapport aux députés, il ne faut pas trouver que c'est un inculte et qu'il y a un échec de l'éducation au niveau de l'État. Il ne faut pas dramatiser. Il y a des attentes. Le député peut être un acteur de développement parce que justement son rôle de contrôle de l'action du gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale vise à créer les conditions pour que le gouvernement tienne ses promesses, tienne ses engagements et contribue à un bon développement du pays au profit des populations. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer à ce niveau-là. Très bien. Alors, à ce niveau encore, je reviens sur une possibilité et l'avantage que le chef de l'État a aujourd'hui, c'est de posséder son rapport national d'auto-évaluation. C'est-à-dire strat par strat, c'est-à-dire groupe majeur par groupe majeur. Donc, la société civile a déjà donné au niveau de ce rapport-là, qui fait 1005 pages, au niveau de ce rapport, la possibilité au chef de l'État de savoir exactement ce qu'il doit faire en matière de loi et de gouvernance. C'est-à-dire, quand on observe, souvent, comme le disait tout à l'heure notre ami de l'EDH, c'est qu'il y a des personnes qui sont en même temps députés, en même temps ministres et en même temps maires, qui, au moment où se retrouvent devant les populations, ont un seul discours. Si vous m'élisez à ce poste, alors je vous promets monts et merveilles. Et donc, finalement, les populations se demandent à qui on a affaire, aux ministres, aux députés ou aux maires. Ce qui fait que, avec ce cumul de situations, eh bien, les populations elles-mêmes se disent de toute façon, s'il est élu quelque part, eh bien, on aura cette manne-là, on aura cette situation d'embellie, mais encore faut-il que eh bien, ces personnes-là puissent être, je vais dire, du point de vue éthique, pouvoir respecter les promesses tenues aux populations. Nathalie? Je voulais revenir en fait sur une question posée par un internaute. Oui, bien sûr, allez-y. Du rôle de la société civile et de la position de la société civile vis-à-vis du gouvernement. C'est cela. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui a dit que la société civile, c'est l'oxygène de la démocratie. Ce qui veut dire qu'il y a les partis politiques et il y a la société civile. La société civile ne fait pas partie des partis politiques. Et la société civile travaille normalement sur des principes sur lesquels les présidents, les chefs, les pays ont pris des engagements. Je pense qu'il faut que ce soit clair. Donc, lorsqu'on parle de société civile, il ne faut pas penser que forcément ce sont des organisations qui doivent aller dans le sens du gouvernement ou dans le sens de l'opposition. Non, ce sont des organisations qui, non, sur la ce que base... le monsieur reproche, c'est que justement des organisations en Côte d'Ivoire vont soit à gauche ou à droite. Oui, justement, mais il faut de plus en plus, de nombreuses années, des décennies même pour construire une société civile forte. Et c'est ce travail-là qui doit être fait. Lorsqu'on parle du dialogue politique, ne parlons pas seulement des politiques, mais faire en sorte que de plus en plus, il y ait des organisations qui comprennent cela et que cela se répercute à la base. Ceci étant, revenant sur le rôle des prochains députés qui seront à l'Assemblée nationale, nous souhaitons par exemple que ce soit des députés qui puissent prendre des décisions et donner force à tout ce qui sera décidé lors des assises, lors du dialogue politique par exemple, et faire en sorte qu'il y ait des lois qui puissent vraiment clore tout cet épisode de violence en Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est que je pense que de plus en plus, la Côte d'Ivoire a pris des engagements concernant la question des femmes. La résolution 1325 des Nations Unies dit clairement qu'il faut une participation des femmes aux différents processus, au niveau social, au niveau politique. Et il est important que dans la prochaine législature, dans tout ce qui sera fait, qu'on donne une part aux femmes et aux jeunes. Cela est très important dans le cadre du renouvellement du personnel politique en Côte d'Ivoire, mais aussi des organisations de la société civile. Parce que si nous ne pensons pas aux générations suivantes, cela posera un problème. Et pour cela, nous estimons que le chef de l'État devra prendre vraiment des décisions fortes pour encourager des partis politiques qui feront des efforts pour qu'on ait une plus grande représentation des femmes. Très bien. Merci. Alors, est-ce que vous avez l'impression, justement, elle a abordé une question très importante, est-ce que vous avez l'impression que ces prochaines élections législatives verront l'avènement d'un renouvellement d'hommes politiques et de femmes politiques? Léon Kwame?
Bon, je pense que dans le discours du président de la République, il est revenu dessus, à la suite du dialogue politique, que tous les acteurs ont convenu à prendre part aux élections législatives. On espère que tous les acteurs politiques vraiment pourront s'entendre pour aller aux législatives, pour qu'on n'ait pas un Parlement ou une Assemblée nationale monocolore ou bien dominée, les députés dominés seulement par un parti politique, mais que tous les partis politiques, que toutes les sensibilités politiques puissent être représentées pour qu'ils puissent avoir, je dirais, peut-être des débats ou des vrais débats de fond. Parce que c'est ça aussi le problème. Quand on a une Assemblée nationale qui est à 90 ou bien 80% proche d'un parti politique, il y a des débats qu'on ne peut pas avoir. Donc, du coup, les lois qui sont votées tendent peut-être plutôt à faire croire que c'est tout ce que l'exécutif dit qui passe. Parce qu'en Côte d'Ivoire aussi, c'est ça le problème. On n'a jamais vu je ne sais pas si ça existe, mais à ma connaissance, je n'ai jamais pas vu beaucoup de lois qui sont proposées par les députés eux-mêmes. Absolument. La majeure partie est-ce qu'il faut s'attendre à une percée de nouveaux visages à ces élections législatives, à de jeunes notamment? Il y en a eu de temps en temps, pas en grande proportion, mais il n'est pas à exclure qu'il y en ait davantage cette année. Et par rapport à sa préoccupation relative aux gens et aux femmes, il faut dire que la règle des 30% doit s'appliquer. On doit avoir donc au moins 30% de femmes candidates et aussi en espérant au moins 30% d'élus. Et les partis qui ne seront pas dans cet état d'esprit pourraient être sanctionnés au niveau du financement. Donc déjà au niveau des femmes, on peut espérer qu'un effort sera fait pour aller même au-delà des 30% grâce à la mobilisation même des femmes d'abord. Et ensuite, au niveau des jeunes, il y a des perspectives de renouvellement. Vous voyez, déjà en 2011, il y a eu de nouveaux visages, des visages jeunes qui étaient venus. Cela n'a pas été en très grande proportion. Il ne faut pas exclure que cette année, les nouveaux visages, le changement concerne peut-être une part importante au niveau aussi bien des jeunes que des femmes. Et les partis pourraient être confrontés à nouveau au phénomène des indépendants qui a démarré depuis quelques années. Oui. Sylvain Guessant, vous attendez à une percée des indépendants? Oui, je m'attends bien à une percée des indépendants parce que je ne pense pas que le RHDP ait renouvelé son personnel politique. Le PDCI ne l'a pas fait, le FPI ne l'a pas fait. Donc c'est sûr que dans diverses localités, on connaît déjà les candidats que ces partis-là vont positionner. Maintenant, comment vont réagir les jeunes qui ont tenté ou alors qui seraient tentés de se présenter sous la bannière de leur parti politique, mais qui n'auront pas l'aval de leur parti pour se présenter? Est-ce qu'ils vont rentrer dans les rangs pour soutenir les candidats plébiscités par leur parti politique, ou alors est-ce qu'ils vont tenter, entre parenthèses, la rébellion, tenter leur aventure personnelle, quitte à ce qu'en cas de victoire, ils aillent remettre, comme cela est de coutume en Côte d'Ivoire, la victoire au président de leur parti. Je pense que dans bien des localités, en tout cas dans la commune de Cocody déjà, on voit beaucoup de jeunes qui s'activent. Maintenant, jusqu'où ils vont pousser le pion, est-ce que c'est pour se faire remarquer, pour repartir à la maison, ou bien alors, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? On verra. Olivier? Alors très bien, moi à ce niveau, nous avons la joie de savoir que ce personnel politique-là, en tout cas, aura cet avènement, parce qu'il est vraiment poussif, ce que nous voyons actuellement. Et on ne veut pas, je ne vais pas le dire de députés Godio, on n'en veut plus, on veut des députés, et bien des personnes qui sont capables de nous donner des lois susceptibles de faire avancer la cause des Ivoiriens. S'occuper de leur environnement, mais aussi et surtout pousser le développement durable un peu plus loin que ça. Moi, j'ai une préoccupation au niveau des partis politiques. Presque tout le monde fait signer un engagement sur l'honneur et en général, ce n'est pas respecté. Moi, je voudrais demander à la CI de s'approprier cette question, aux partis politiques ou même à la société civile, parce qu'un candidat qui n'est pas à mesure de respecter un engagement pris au FPI, au PDCI, au RHDP, à Leader ou ailleurs, pour moi, ça pose un problème d'éthique. Tu t'engages à être candidat dans ce parti, on ne te choisit pas, tu pars être candidat indépendant. Pour moi, ça pose un problème.
Et il y a lieu que les partis en liaison avec la CI, pourquoi pas la société civile, essaient de voir comment adresser cette question. Ou bien, ce n'est pas normal, les partis ne doivent pas faire signer cet engagement. Mais si c'est normal, qu'on essaie de voir à quoi cela peut conduire de ne pas respecter un engagement pris et signé sur l'honneur, parce que ça fait partie des conditions d'éligibilité pour un président de la République. Tu signes un engagement sur l'honneur de renoncer, d'être exclusivement ivoirien ou de renoncer. Si l'engagement sur l'honneur au niveau d'un parti politique n'est pas valable, ça pose un problème. Absolument. Merci à vous, chers invités. Docteur Sylvain Guessant, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Nathalie Koné-Traoré, experte en genre et droits de l'homme, ancienne présidente du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Léon Kwame, qui a été un peu chaud au cours de l'émission, secrétaire général de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Alafé Wakili, journaliste directeur général de l'Intelligence d'Abidjan. Olivier Hiro, journaliste président de l'OJPCI, l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Et enfin, Pierre Dipomelin, journaliste chef d'édition chez NCI. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 19h50 pour NCI News.